Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. À la fin du XVIIe siècle, dans son dictionnaire universel contenant tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient, Barthélemy d'Herbelot écrivait à l'entrée Roum, je cite, « C'est le nom que les Arabes et autres orientaux ont donné aux pays et aux peuples que les Romains et ensuite les Grecs et les Turcs ont soumis à leur obéissance. » Le mot, cependant, de Roum peut avoir une signification plus précise chez les Arabes et désigner un espace géographique plus ou moins restreint. À l'entrée Afrangia, d'Herbelot nous dit « C'est ainsi que les Arabes appellent l'Europe du nom de la nation françoise qui leur a été plus connue qu'aucune autre à cause des guerres d'Égypte et de la Palestine. » Afranji signifie donc non seulement un François, un Français, mais encore un Européen ou, comme il le nomme aussi, un Latin. À lui seul, ce dictionnaire universel d'Herbelot sur le monde oriental prouve s'il en est la considération que les auteurs arabes anciens, et même plus précisément les géographes, portaient à l'égard de l'Europe. Storia Voce vous propose aujourd'hui de revenir aux origines des représentations. Comment le monde arabo-musulman voyait-il notre vieux continent? Mais avant tout, qui étaient ces auteurs, ces géographes qui, dès le deuxième quart du 7e siècle, pense le monde? Comment ce regard a-t-il évolué? S'est-il affiné ou au contraire perdu dans des généralités acquises? Pourquoi aussi représenter l'espace qui nous entoure? Y a-t-il des raisons, des motivations politiques ou bien est-ce simplement le fruit d'une volonté, celle de réunir des connaissances dans un cadre encyclopédique? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Charles Dussène. Jean-Charles Dussène, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de Bruxelles, mais vous enseignez également à l'École pratique des hautes études à Paris. Nous enregistrons cette émission dans les bâtiments de la Sorbonne. Vous êtes historien et philologue et vous avez écrit un livre, L'Europe et les géographes arabes du Moyen-Âge, un livre paru chez CNRS Éditions. Jean-Charles Dussène, une historiographie a longtemps cru que les Arabes dédaignaient l'Europe. Or, votre ouvrage montre exactement le contraire. Effectivement, cet ouvrage vient d'un constat qu'il y avait une dichotomie dans l'historiographie moderne depuis le XIXe siècle entre un certain nombre d'érudits européens, slavisants très souvent, qui allaient chercher des renseignements dans les sources arabo-persanes, arabo-musulmanes pour éclairer l'émergence des Slaves et qui considéraient que ces sources arabo-musulmanes étaient importantes pour la connaissance de l'Europe, je dirais, du deuxième Moyen-Âge, de l'Europe du XIIe siècle, puis les historiens arabisants qui considéraient justement que les arabo-musulmans n'avaient pas vraiment regardé l'Europe, s'étant plus intéressés à l'Afrique subsaharienne, voire à la Chine, et ils considéraient que des intérêts a priori des arabo-musulmans pour l'Europe pouvaient provenir d'un éloignement d'une part, mais d'autres considéraient que cela pouvait également provenir d'un détachement intellectuel de la part de ces mêmes auteurs arabo-musulmans envers le monde latin chrétien. Mais quand on examine les textes, et ceci depuis que l'on en a de ces textes à contenu géographique, on se rend compte que dès la moitié du 8e siècle et certainement à partir du début du 9e siècle, on a une littérature à contenu géographique qui, de manière continuelle, mais avec, me semble-t-il, des dynamiques particulières, s'est penchée sur la périphérie du monde arabo-musulman
et également forcément l'Europe. Et c'est cette littérature que j'ai essayé de questionner sur la longue durée, donc depuis son émergence, dans les années 833, 850, jusqu'au tout début du XVIe siècle. Donc, quel objectif vous vous êtes assigné en écrivant ce livre ? Mais peut-être que mon premier objectif était de voir parmi les deux branches de l'historiographie laquelle avait raison, mais connaissant un peu ces textes à contenu géographique, je me disais bien que ceux qui pensaient que les géographes arabes avaient discuté de l'Europe avaient peut-être plus raison que les autres. Mais comme il y avait un certain nombre de textes qui étaient peu connus, voire inédits, pour ne pas dire tout à fait inconnus, je me suis dit qu'il serait intéressant de les analyser dans deux perspectives. Peut-être d'une part pour voir si effectivement pour les époques, je dirais, carolingiennes ou ottoniennes, pour utiliser un vocabulaire que nous connaissons avec la chronologie de l'histoire de l'Occident, ces textes même ne pouvaient pas donner des réponses positives, des informations réalistes, notamment pour ces territoires européens pour lesquels les sources latines ou byzantines sont muettes. Je pense à tous ces territoires de l'Eurasie, où les populations slaves, mais aussi finno-ougriennes, mais aussi hongroises et bulgares, se sont installées au nord du Danube, donc, et en Ukraine, pour utiliser un vocabulaire moderne, contemporain, et pour lesquels les sources latines, ne sont pas très riches pour le Haut Moyen-Âge, alors que, justement, les textes arabes existent. Donc, ma première perspective a été de voir si ces textes arabes ne pouvaient pas donner des informations de qualité, d'un point de vue, je dirais, ethnologique. Et ma deuxième question a été de voir si ces textes, sur le temps long, n'avaient pas évolué, s'ils n'étaient pas passés simplement de l'enregistrement de ces curiosités ethnographiques vers une volonté de compréhension différente. Encyclopédique. Ou bien était-il resté jusqu'au XVIe siècle simplement à l'enregistrement de ces réalités, voire à leur répétition. Et la conclusion a été que, non, il y a une dynamique réelle dans le regard de ces géographes entre guillemets, évidemment, et que cette dynamique était, me semble-t-il, inconnue jusqu'il y a peu, et que l'étude de l'ensemble de ces textes sur près de 5 siècles permet de la mettre en lumière. J'ai utilisé à dessein dans mon introduction le terme arabo-musulman. On peut associer ces deux termes dans le cadre de votre étude ? La question est vicieuse. Et je dirais que la terminologie francophone actuelle est héritière, je dirais, d'une école orientaliste qui remonte au XIXe siècle et qui, je dirais, utilise un terme qui n'est pas faux, mais qui biaise un petit peu la signification de ces deux termes. On peut dire que c'est une littérature qui est arabe parce que j'ai choisi essentiellement des textes qui sont écrits en arabe. Mais tous ces auteurs ne sont pas des musulmans et on a des auteurs arabes chrétiens ou des textes arabes chrétiens anonymes. Et par ailleurs, le terme de musulman m'a permis également d'englober un peu la littérature de langue persane qui émerge à partir du début du XIe siècle et qui, d'abord, à la remorque des textes arabes, ces textes vont développer une vision géographique, mais ensuite, à partir du XIIIe et XIVe siècle, on a des auteurs persanophones sous les Mongols qui vont développer une littérature géographique en persan, mais qui, par force des choses, ne sont pas arabes et sont musulmans. Mais ceci dit, et c'est une découverte, ce fut une découverte pour moi, l'aspect musulman est quasiment secondaire, secondaire, voire, je dirais, n'apparaît pas de manière évidente dans le regard de ces observateurs, car, à mon grand étonnement, cette littérature à contenu géographique, je dis bien, ce n'est pas une littérature théologique ou
polémiques, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des théologiens qui veulent brocarder ou critiquer l'Europe, critiquer les chrétiens ou l'Europe. Mais donc, dans ce regard a priori neutre, l'aspect religieux de celui que l'on observe est pris parfois comme étant un élément parmi d'autres que l'on enregistre, mais n'est pas l'élément essentiel que ces auteurs ont essayé de mettre en exergue, en tout cas jusqu'au XIIIe siècle. Alors, au-delà de cette terminologie d'arabo-musulman, il y a cet espace territorial que l'on qualifie, enfin que l'on nomme de Dar al-Islam. Est-ce que c'est une notion simplement juridique ou au contraire véritablement une réalité dans les esprits des contemporains, c'est une notion... de ces géographes en l'occurrence? Bien, pour ce qui est de la littérature géographique, il est remarquable de constater que ce sont des termes et des notions qui n'apparaissent nulle part. Et effectivement, la notion de Dar al-Islam, de domaine de l'islam, de maison de l'islam, pour le traduire littéralement, que l'on oppose au domaine de la guerre, au Dar al-Harb, sont des notions qui sont issues de la réflexion juridique des juristes musulmans qui ont pensé le droit de la guerre. Mais c'est les orientalistes européens qui, à la fin du XIXe siècle, ont territorialisé cette notion juridique et qui, à sa naissance, était purement une notion intellectuelle pour la réflexion juridique et n'avait aucunement de visée territoriale. En revanche, dans les textes géographiques, on rencontre bien le terme de mamlakat al-Islam, que l'on peut traduire par empire de l'islam, et qui, lui, désigne les territoires où l'islam est souverain comme religion majoritaire, et qui, à l'époque où l'expression apparaît, ce territoire est pensé comme étant idéalement unifié et centralisé sous la figure d'un souverain, je dirais, qui a un statut bien particulier, c'est le calife, mais qui, je dirais, pourrait être mieux apprécié, peut-être rapproché dans son rôle de calife et d'imam de ce que l'empereur byzantin pouvait être, et non pas ce que l'empereur d'Occident ou le pape ont été par la suite. Alors, venons-en à la géographie en elle-même. Est-ce que il s'agit à l'époque, vous utilisiez le terme de entre guillemets tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit d'une science à part entière ou d'une science qui se construit, qui se développe? Effectivement, le terme de géographia en langue arabe n'apparaît que tardivement, à partir du XIIe siècle, et on n'a pas de conceptualisation dans l'histoire des sciences ou dans les classifications des sciences de l'époque de la géographie. Ce n'est pas une connaissance considérée comme étant autonome. Mais on a des textes à contenu géographique et on se rend compte que cette littérature à contenu géographique émerge à la croisée de deux influences, si on veut, en tout cas d'une influence d'abord grecque, c'est la traduction ou l'adaptation plus précisément de la géographie de Ptolémée qui va réellement donner le cadre mental, la géographie mentale qui sera celle qui prédominera durant toute la période qui nous concerne pour que les arabo-musulmans puissent se placer sur l'écumène et placer leurs voisins sur l'ensemble des terres émergées. Mais au-delà de cet héritage, il y a manifestement la nécessité qu'a eu l'empire musulman, d'un point de vue, je dirais, administratif, de connaître ces régions spécifiques pour pouvoir en tirer un revenu réfléchi, d'un point de vue simplement pratique et réaliste. Et forcément, si on connaît ces territoires, on finit également par s'intéresser à ses voisins, qui dans certains cas étaient soit des puissances au pouvoir avec lesquelles on pouvait commercer, soit pour certains d'entre eux, et notamment l'Empire byzantin, était un adversaire, voire un ennemi régulier pour ce qui est de l'époque abbasside. Vous parliez de Ptolémée, il y a donc une influence grecque sur le monde arabe, elle ne se cantonne pas à Ptolémée, vous parlez aussi d'Hippocrate? Oui, effectivement, mais avec une nuance à apporter. Lorsqu'on
lorsque l'on dit ou lorsqu'on laisse entendre que la géographie grecque a influencé la géographie arabe, il faut bien garder en mémoire que les géographes descriptifs, je pense par exemple à Strabon, n'ont jamais été traduits et étaient donc inconnus. Et donc, qu'est-ce qui est passé de l'héritage grec géographique dans le monde arabe? Ce sont tout d'abord cette cartographie ou cette image du monde qui est passée par Ptolémée, et ensuite des notions de déterminisme géographique, qui, eux, ne sont pas passés paradoxalement par des géographes, mais par une littérature à contenu médical. Effectivement, ce sont les textes d'Hippocrate et un traité en particulier, celui sur les eaux, les airs et les lieux, et surtout son commentaire par Galien, qui a été translaté en arabe et qui sera, je dirais, ad nauseam repris et utilisé jusqu'à la fin du XVe siècle pour essayer de démontrer que les régions où on habite, selon leurs conditions climatiques, vont influencer sur la physiologie et les phénotypes, nous dirions, des êtres humains ou des animaux qui y vivent. En quelque sorte, on a là l'émergence d'un racialisme scientifique, mais je dirais qui est la norme du temps, sans que l'on puisse le considérer comme étant une atteinte à la morale. Sources grecques, mais j'étais surpris de voir aussi des sources latines, au nom desquelles se trouve un certain Isidore de Séville, ce qui n'est pas rien. On est au VIe siècle. Hein. C'est un contemporain de Grégoire le Grand, si mes souvenirs sont bons. C'est étonnant de voir cette influence latine, mais qui est aussi une influence biblique, puisque je vous cite, confronté à la diversité des cultures et des traits somatiques, mais héritier de traditions judéo-chrétiennes, les auteurs musulmans adoptent le schéma de peuplement de la terre par les 3 fils de Noé après le déluge tel qu'il est donné par la table des nations. Tout à fait. Pour en revenir aux sources latines, effectivement, on les ignore parfois, mais je dirais qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les sources grecques, et au demeurant, elles ne sont pas passées par des traductions qui ont eu lieu à Bagdad, mais elles sont passées par l'Andalous, par l'Espagne musulmane, et elles ont été passées en arabe un peu plus tard que ne le furent les textes grecs. On est là sans doute, parce que les choses sont moins précisées, je dirais, dans la littérature, on est là sans doute dans le courant du Xe siècle, où on a des auteurs ibériques qui manifestement ont accès aux textes latins, Orose notamment, mais aussi et en particulier Isidore, qui est un grand encyclopédiste qui fait la jonction, comme vous l'avez dit, entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, et on voit que manifestement les 2 livres géographiques de Isidore ont été traduits en arabe, mais ont surtout influencé les auteurs qui ont travaillé en andalous. Et ce n'est que tardivement, lorsque ces mêmes auteurs sont lus en Orient, que l'on voit que, sans le savoir, des auteurs égyptiens citent Isidore, qui lui-même, paradoxalement, citait à certains moments Pline. Et donc, on a des citations de Pline qui se retrouvent chez des auteurs égyptiens arabes du XIVe siècle. Et pour ce qui est maintenant de la tradition vétérotestamentaire, mais qui à la fois va alimenter la réflexion sur les races dans la littérature juive ancienne, la littérature latine et la littérature arabe, c'est la notion d'unité du genre humain, puisque dans cette perspective-là, nous descendons tous de la création d'Adam, mais il y a eu entre guillemets l'intermède du déluge et le nouveau départ fait à l'époque noachide avec Noé et ses 3 fils, et ces 3 fils auraient donné naissance, mais ont donné naissance pour les auteurs de cette époque-là à l'ensemble de l'humanité, à la différence près que le texte biblique, et je dirais que la tradition arabe va rester au niveau du texte biblique. Dans le texte biblique, les bornes géographiques à l'intérieur desquelles la descendance de ces 3 fils sont obscures. Je vous renvoie au texte de la table des nations. On a là des toponymes, voire des noms de rivières, mais qui ne nous disent plus rien. Et effectivement, on a un texte apocryphe pour la tradition chrétienne, un texte apocryphe juif,
mais écrit en grec, le livre des Jubilés, où on voit bien que là, un auteur va repenser cet éparpillement d'humanité, mais en lui donnant des bornes issues des connaissances grecques du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette tradition va passer dans les milieux juifs médiévaux ainsi que dans les milieux latins. De sorte que, dans la tradition arabe, on voit bien que lorsque les auteurs au Xe siècle ont rencontré de nouvelles populations, comme les Hongrois, les Bulgares ou les Turcs, ils ont parfois eu des difficultés à les raccrocher à l'un ou l'autre des fils de Noé, parce que c'était au petit bonheur, si on veut, puisqu'ils n'avaient pas de tradition textuelle sur laquelle se reposer. Chez certains auteurs, les Turcs descendent de Sem, chez d'autres auteurs, les Turcs descendent de Japheth, et donc sont des cousins des Européens, si on veut. Mmh. Est-ce que cela signifie, même si nous sortons un peu du cadre de l'émission, est-ce que cela signifie que plus qu'une influence, le monde arabo-musulman intègre une tradition, la tradition que l'on appellera plus tard de l'Ancien Testament? Dans une certaine mesure, tout à fait, parce que c'est une tradition qui s'appuie sur la même, je dirais, préhistoire en quelque sorte. Puisque la tradition musulmane est une tradition qui est aussi abrahamique. Donc la geste, entre guillemets, des prophètes ou des patriarches est également considérée comme étant autoritative, bien que d'un point de vue, je dirais, d'histoire de la prophétie, les patriarches n'ont pas été considérés de la même manière dans les deux traditions. Mais je dirais que d'une manière générale, tout à fait, cet héritage-là est parfaitement assumé et utilisé par la suite. Mais d'un point de vue islamologique pur, il y a des divergences, évidemment, par rapport au lieu où Abraham a pu, je dirais, vivre et connaître ses expériences, ainsi que par rapport à Agar et Ismaël, etc. Mais là, on rentre dans un problème d'ordre d'histoire des religions et d'histoire de l'islam. On sort du cadre de cette émission. Venons-en donc à la perception européenne. Je parlais d'Dar al-Islam tout à l'heure. Est-ce que la notion de Christianitas existait chez ces géographes arabo-musulmans? Dans un premier temps, pas du tout. Ils ont tout d'abord eu une vision, je dirais, ethnique des populations qui étaient situées au nord de l'Europe. Mais ils savaient que l'une des caractéristiques de ces populations, et en gros, dans un premier temps, ils en voyaient trois, à savoir les Roums, pour nous les Byzantins, à côté d'eux se trouvaient les Ifrenj ou les Afranj, c'est-à-dire les Francs, autrement dit l'Europe qui deviendra latine, mais au nord des populations roumes, enfin de la population byzantine, ils distinguaient également très tôt les Sakaliba, les Slaves. Mais ils savaient bien que si les Roums étaient chrétiens, les Latins l'étaient sans doute, mais les Slaves ne l'étaient pas. Et on a des descriptions des religions que nous appelons païennes, slaves et hongroises, qui sont d'ordre ethnographique. Et donc, les auteurs arabo-musulmans du sud de la Méditerranée ou du Proche-Orient voyaient bien ces distinctions ethniques. Parfois, ils les confondaient, faisant des Bulgares, des Slaves, mais bon, à l'heure actuelle, même si on interroge quelqu'un en rue, même de cultiver, si on lui demande ce qu'est exactement un Bulgare, les choses ne seront peut-être pas, d'un point de vue ethnique évidemment, les choses ne seront peut-être pas claires. Et donc, il y a cette différenciation ethnique qui est évidente, et ils le savent, ils le disent, que ces populations parlent des langues différentes, ont des gouvernements différents, et ont des religions différentes. Ça, c'est pour, je dirais, la première époque. Mais après la christianisation de l'Europe orientale, et pour le dire plus facilement, après l'an 1000, ces distinctions de religion vont s'estomper, et ils verront les populations du nord de la Méditerranée comme étant uniquement chrétiennes. Mais sans que cette christianitas, entre guillemets, ne soit un élément, je dirais, homogène, puisque dans le Dar al-Islam, il y a également des communautés chrétiennes. Et nos auteurs, sans connaître les
questions de christologie savent très bien que ces chrétiens qui sont dans leur territoire, donc les églises orientales, pour le dire plus simplement, ont parfois des relations difficiles avec l'église byzantine, et nos auteurs musulmans perçoivent, mais ne comprennent pas pourquoi non plus, cette église byzantine a aussi des relations difficiles avec l'église latine. Pourtant, à la première période, vous montrez bien que Rome et Constantinople sont confondus. Oui, effectivement. Cette confusion se retrouve également, ne l'oublions pas, dans les textes, en tout cas dans un texte syriaque, et ensuite dans un texte arabe chrétien, ce qui nous montre que cette confusion ne viendrait pas d'une altérité confessionnelle, mais peut-être d'un éloignement. Et ceci dit, cette confusion provient également, je dirais, des fondateurs de Constantinople, si vous voulez être méchants, qu'ils l'ont considéré comme étant une seconde Rome. Et donc, dans les textes, on a cette double identification, ou bien cette filiation historique byzantine qui va venir perturber la compréhension de nos auteurs. Mais c'est vrai que dans les textes, pour ceux qui n'y sont pas allés, car on a des auteurs qui sont allés à Rome, en Italie, et qui savent très bien qu'ils ne sont pas dans un milieu hellénistique, hormis pour ces auteurs, sans doute on a la certitude qu'un voyageur y est passé au milieu du Xe siècle, où on a également un commerçant, un marchand, un marin qui manifestement échoue au port d'Ostie, ou en tout cas à l'entrée du Tibre, et avec ses camarades remonte jusqu'à Rome et nous donne la première description, je dirais, topographique de Rome. Mais effectivement, dans les autres textes, on a une confusion constante entre les bâtiments de Constantinople et les bâtiments supposés être à Rome, capitale de l'Italie. Alors il y a une description, et on appellerait ça un peu du lyrisme, parce que vous citez tout un passage où Rome est présentée avec ses églises, avec ses palais, et dans une église il y a 1200 colonnes de marbre miroitant, 1200 grandes portes de cuivre jaune et 40 portes d'or, 1000 nefs dont la longueur est de 428 coudées pour une largeur de 40 coudées, etc., etc. Il y a une église où on retrouve 10 000 calices, 10 000 éventails d'or. Il y a une bibliothèque où on dénombre 10 000 livres. Un autre endroit où on dénombre plus de 20 000 encensoirs. On est dans une sorte d'extrapolation de lyrisme qui ne sent pas le vécu, bien évidemment, mais qui correspond à un imaginaire de l'époque. Certainement, on est là dans des noms qui sont hyperboliques et qui dénotent surtout l'émerveillement ou la merveille. Mais il ne faut pas oublier que dans le Liber Pontificalis, nous retrouvons également des énumérations aussi improbables et hyperboliques pour dénoter la richesse de certaines églises romaines ou la richesse d'un certain nombre de dons que des empereurs ont pu faire à certaines églises romaines. Mais effectivement, la Rome de l'Italie, notre Rome, si on veut, est vue parfois et beaucoup plus que Constantinople comme étant un lieu d'émerveillement, parce que sans doute elle sortait des territoires que l'on pouvait visiter. Alors que très tôt, on a des ambassadeurs, en tout cas des envoyés officiels ou des marchands, voire des prisonniers qui restent longtemps à Constantinople et qui en reviennent et qui parlent de ce qu'ils ont vu. Et on peut, avec plus de certitude, identifier les bâtiments de Constantinople décrits dans les sources arabes, qu'identifient les bâtiments, je dirais, romains, qui parfois sont relativement ambigus, puisqu'on a des hyperboles dans les dimensions, dans les matériaux qui les constituent, et on voit bien que l'auteur a surtout voulu épater son auditoire plutôt que lui donner une information réaliste. Alors Constantinople précisément, ce qui m'a étonné dans votre livre, c'est de voir que assez tôt Constantinople devient un symbole eschatologique. Il faut s'emparer de Constantinople, ce qui pourrait marquer comme la fin des temps.
Dans un premier temps, les Omeyyades ont tenté, donc la première dynastie musulmane, on est là dans le courant de la deuxième moitié du 7e siècle, mais ont tenté réellement de s'emparer de Constantinople, sans doute à 3 reprises. Mais le sort des armes leur a été, je dirais, malheureux, et les Byzantins ont utilisé une invention pyrotechnique, le feu grégeois, le feu grec, un mélange de naphte pour brûler, incendier les navires qui essayaient de faire le siège de Constantinople. Et donc, cette ville, capitale de l'Empire, qui était le concurrent et le voisin littéralement de l'Empire musulman, deviendra la ville par excellence à conquérir, et dans mesure où elle ne l'a jamais été, ça deviendra un signe parmi ceux qui vont annoncer la fin des temps et en quelque sorte une forme de parousie, puisque parmi les signes qui précèdent, je dirais, le jugement dernier, on a parfois dans certaines traditions la prise de Constantinople. Mais de manière, je dirais, imagée, Constantinople sera également, du point de vue musulman, visité ou sera touché un peu par cet islam bientôt vainqueur, croyait-il, et il n'avait pas tort, si ce n'est que ça a pris quand même encore quelques siècles, puisque un compagnon du prophète aurait trouvé la mort près des murailles de Constantinople, toujours selon les traditions musulmanes, et que même les empereurs byzantins veillaient à ce que ce mausolée purement imaginaire ne soit pas détruit par les gens de Constantinople. Et évidemment, après la conquête par les Ottomans de Constantinople, d'une manière on ne peut plus merveilleuse ou miraculeuse, le mausolée en question sera redécouvert par les Ottomans. Et donc on voit là que dans l'imaginaire, entre guillemets, cette ville à prendre, qui est devenue le symbole de la capitale de l'adversaire à conquérir, eh bien sera d'une manière imaginaire un peu investi par l'islam et finalement conquis certes par les Ottomans, qui vont récupérer à leur profit ce symbole d'une présence musulmane ancienne et ô combien symbolique, puisque c'est un compagnon du prophète qui, soi-disant, aurait trouvé la mort auprès de ces murailles. Alors bien évidemment, les représentations sont importantes dans votre livre, les fameuses cartes qui sont au début sommaires. Quand est-ce qu'on commence à voir apparaître la première cartographie des espaces? C'est ici aussi que Ptolémée va jouer un rôle prépondérant. On a manifestement une adaptation de Ptolémée par l'entremise du syriaque qui est réalisé à Bagdad aux alentours des années 833-840 et qui directement donne naissance à un essai de représentation cartographique. Donc nous sommes au IXe siècle. Oui, tout à fait. Et cet essai va être ce qui va former l'imaginaire mental, la géographie mentale, pardon, de nos auteurs, avec des adaptations, notamment pour l'océan Indien, qui sera beaucoup mieux connu que ce que les Grecs pouvaient connaître, de même pour la Méditerranée. Et on va assister à partir du moment où l'Europe du Nord, l'Europe scandinave, si on veut, sera mieux connue au milieu du XIIe siècle, à une réadaptation de toute cette côte, je dirais, qui chez Ptolémée est une ligne oblique, là où commence la mer Baltique, si on veut, alors que chez Idrissi, pour ne pas le citer, la Scandinavie, entre guillemets, commence à prendre une forme qui est loin évidemment de la réalité, mais notre auteur sicilien a été obligé de situer au nord de l'Europe ces territoires, puisqu'il savait qu'ils existaient, et que sur son modèle, a priori la carte de Ptolémée revue à Bagdad, il n'y avait rien. Comment collecte-t-on les informations? Est-ce par le commerce? Est-ce par le voyage de certains personnages? Tout un de vos chapitres est consacré à Ibrahim ibn Yacoub, qui fait un périple dans l'Europe ottonienne. Donc nous sommes au Xe siècle. C'est absolument impressionnant. Il va dans toutes les grandes villes d'Europe, l'Allemagne aujourd'hui, la France, l'Italie. Pour répondre à votre question, il faut prendre en compte un certain nombre de cas. On a et de périodes et de lieux
ou les commandes de texte ou des lieux où les textes sont rédigés. Si l'auteur travaille à Bagdad, sans doute qu'il aura comme source des commerçants qui reviennent de Constantinople ou qui ont voyagé dans l'Empire byzantin, voire des diplomates, voire des prisonniers qui ont été retenus en otage et qui reviennent, ou bien toujours pour Bagdad. On sait qu'il y avait des esclaves slaves ou bien des commerçants varègues qui descendaient la Volga, qui se retrouvaient en mer Caspienne et qui allaient jusqu'à Bagdad, qui pouvaient leur servir d'informateurs. Plus tard, à l'époque mamelouk, lorsque nos auteurs vont écrire au Caire, il y aura, je dirais, toute la chancellerie mamelouk qui avait des relations normales et naturelles avec l'ensemble des puissances méditerranéennes, eh bien, cette chancellerie qui a pu alimenter, je dirais, naturellement, ces auteurs qui travaillaient à la chancellerie. Et pour prendre un troisième cas, avant de répondre à votre question par rapport à Ibrahim Ibn Yarkoub, c'est celui d'Idrissi, qui certes a écrit une œuvre en arabe très importante, mais qui travaillait à la cour et pour le compte de Roger II de Sicile. Et donc en Sicile, il était situé à un lieu où commerçants, diplomates, pèlerins, voyageurs passaient naturellement pour aller d'un côté à l'autre de la Méditerranée, ou si le voyageur voulait prendre le bateau pour aller en pèlerinage, ou bien si le militaire passait. Et donc là, Idrissi va pouvoir collecter, analyser, trier ces renseignements, les comparer avec des sources littéraires plus anciennes quand il en avait, et remettre cela en ordre grâce à un canevas géographique dans un texte qui suit, je dirais, ce canevas géographique, mais en arabe. Et donc l'œuvre d'Idrissi va ensuite percoler chez les auteurs arabes après le XIIe siècle et à nouveau leur fournir un certain nombre d'informations toutes nouvelles, en tout cas au XIIe, XIIIe siècle, anachronique quand on passera au XIVe siècle, informations qui alimenteront leurs réflexions et même simplement leurs textes. En revanche, effectivement, avec Ibrahim Ibn Yarkoub, on a là un cas exceptionnel, unique, un voyageur extraordinaire dont malheureusement on n'a pas gardé le texte en son entier, on doit le lire au travers d'emprunts que des auteurs ultérieurs ont fait à ce qui devait être son récit de voyage, ou peut-être plus précisément je vous en prie. Sa description de ce que l'Europe était. Parce que manifestement, quand on peut percevoir par les bribes de son texte son style, à un certain moment, il devait faire des digressions thématiques sur l'un ou l'autre peuple. Mais il ne faut pas oublier que notre Ibrahim Ibn Yarkoub est un juif de Tortose. Et donc, c'est le premier voyageur juif dont on a gardé les textes qui est passé par l'Europe. On a ensuite Benjamin de Tudel, mais qui, lui, au milieu du XIIe siècle, va nous laisser une description, mais en hébreu, alors que Ibrahim Ibn Yarkoub, pour des raisons que l'on ignore, parce que manifestement, quoique il ne devait pas être diplomate, mais il va rencontrer à 2 reprises Othon, une première fois à Magdebourg, alors qu'Othon n'est pas encore empereur, et une deuxième fois à Rome, durant le mois qui verra le couronnement de l'empereur. Et en plus, on sait que à Rome, l'empereur va lui confier une mission entre guillemets diplomatique pour récupérer des reliques qui étaient en Andalouse. Donc, ce personnage a assez d'importance pour être reçu par 2 fois par Othon Ier. Mais par ailleurs, on se rend compte que pour un diplomate, il fait des zigzags en Europe et ne va pas directement auprès du souverain auprès duquel il aurait été envoyé, car effectivement, il va remonter depuis Tortose, depuis l'Espagne si on veut, toute la côte atlantique. Il va nous laisser la première description de Bordeaux en arabe, ainsi qu'une description de Dax, de Saintes, de Tours, de Noirmoutier, de Saint-Malo. Sans doute, le long de l'Atlantique, il va nous donner une description relativement précise et qu'on peut comparer avec les sources latines de la pêche à la baleine dans les mers d'Irlande. Il va sortir, sans doute par la mer, des territoires de la Francie, entre guillemets, pour arriver dans la Hollande actuelle, pour reprendre pied à Utrecht, et sans doute en hiver, tout cela parce qu'il nous parle d'un certain nombre de comportements des autochtones confrontés au froid. Et depuis Utrecht, il va rentrer dans l'Empire en passant par Soest, par Paderborn, donc en faisant la route du sel, littéralement. Et à Soest, il est le premier auteur à nous donner la description du fonctionnement des salines, n'est-ce pas? Il va donc arriver à Magdebourg, il va rester quelque temps au nord de l'Allemagne, mais il va même
sortir de l'Empire et aller au sud du Danemark actuel, dans un port, celui de Etebo, un port important où les Vikings venaient commercer avec les populations qui, plus au sud, étaient soit des Slaves, ceux de Poméranie, ou bien avec les commerçants qui pouvaient venir de l'Empire. Et là, manifestement, il a eu une mauvaise expérience parce qu'il nous dit que certes, il y a quelques chrétiens, mais il y a aussi surtout des païens et qui ont des rites qui font beaucoup de bruit, ils ont des chants, mais il compare ces chants à des aboiements de chiens. Donc manifestement, il n'a pas été sensible à ces rites religieux, mais en plus, ensuite, il revient dans l'Empire, il va descendre l'Elbe, il va se retrouver à Halle, où il va également décrire les mines de sel aux mains de commerçants juifs. Il va alors passer en Bohême, et il va être le premier à nous donner une description de ce qui deviendra Prague. Mais le toponyme de Prague apparaît dans son texte, et c'est sans doute en Bohême qu'il va prendre des informations sur le souverain de la future Pologne, celui qui deviendra le duc Mieszko de Cracovie. Et c'est dans ce texte arabe, écrit par un juif de Tortosa, que l'on a la toute première occurrence du toponyme de Cracovie. Il va alors rentrer dans l'Empire, se diriger vers Mayence, rester un peu sur le Rhin, nous décrire le commerce oriental qui arrivait à Mayence, sans doute par entremise de Hongrois, voire de Slaves si on est un peu plus à l'est. Et de Mayence, il va redescendre vers l'Italie. Mais, contrairement à ce que nous ferions, il ne va pas passer par l'ouest des Pyrénées, mais il va passer par Augsbourg. Et ensuite, il va arriver en Carinthie, et par le Frioul, par Aquilée, il va se retrouver au nord de l'Italie pour descendre vers Rome, mais il ne va pas aller directement à Rome. Un détail, à Aquilée, et c'est la première fois dans son texte que l'on perçoit qu'il est juif. En effet, si partout ailleurs, il va parfois mentionner des commerçants juifs, c'est à Aquilée qu'il fera une réflexion que seul, je pense, un juif au Moyen-Âge, en tout cas au Xe siècle, pouvait faire. Il va comparer la situation de ses coreligionnaires à Aquilée en disant qu'ils sont moins bien traités qu'un esclave, que des esclaves. Et manifestement, je ne pense pas, et je ne veux pas faire ici de procès d'intention, un auteur chrétien du Xe siècle aurait sans doute vu la situation, mais n'aurait rien dit. Un auteur musulman aurait constaté la situation, mais n'aurait rien dit. Sans doute qu'il a ressenti là une communauté, je dirais, de culture et de religion, mais un traitement manifestement différent. Depuis Aquilée, il va remonter vers Vérone, il va nous donner la première description en arabe du théâtre de Vérone, il va passer par Garde, le lac de Garde, par Pavie, et ensuite il va enfin descendre sur Rome, où il va assister sans doute au couronnement de l'empereur et dont il nous donnera également une description topographique. Est-ce que c'est absolument fascinant tout ce parcours, est-ce que c'est un exemple unique chez les auteurs arabes ? Oui, manifestement, on est quasi certain maintenant que l'on possède l'ensemble de la documentation. Certes, on peut encore retrouver quelques textes qui nous donneraient quelques versions divergentes des manuscrits que l'on possède, mais c'est certainement le cas unique de quelqu'un qui a pu voyager dans l'ensemble de l'Europe occidentale avec une telle liberté. On a un autre cas, mais qui lui se limite à la Volga. Bon, ce n'est pas rien. Une génération avant Ibrahim ibn Yarkoub, c'est Ibn Fadlan, mais qui lui, en tant que secrétaire d'une ambassade envoyée expressément de Bagdad, va arriver auprès des Bulgares de la Volga. En 922, on est là à la hauteur de Kazan, à l'heure actuelle, en Russie ou au Tatarstan, exactement. Et il va nous décrire, certes, les mœurs et la manière dont les Bulgares sont installés, mais aussi et surtout les populations slaves, khazars, le long de la Volga, et aussi les populations, pour nous, varègues, qui étaient installées le long de la Volga et qui commerçaient avec ces mêmes Bulgares. Et c'est d'ailleurs Ibn Fadlan qui nous offre la plus ancienne description également
ethnographique des funérailles d'un noble varègue, avec incinération, sacrifice d'une épouse, etc. Et Ibn Fadlan lui-même nous le dit, il a eu vent que ces funérailles allaient avoir lieu, il a demandé de pouvoir y assister, accompagné d'un interprète, et il va nous donner, sur plusieurs pages, une description quasi ethnographique de ces rites sans jamais les condamner. Donc on a bien là un regard neutre, je dirais, détaché de ces réalités qui devaient lui sembler très exotiques, voire très loin de l'orthopraxie qui était la leur à ses observateurs. Mais dans un premier temps, on est là au Xe siècle, les choses vont changer par la suite, il n'y a pas de condamnation par rapport à ce comportement qui peut peut-être s'éloigner de la norme qui était la leur. Jean-Charles Dussen, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Est-ce que, et on le voit bien à travers cet exemple, est-ce que on assiste tardivement à une sorte de ce qu'on appellerait un échange culturel de connaissances entre le monde arabo-musulman et cette grande terre telle qu'elle est qualifiée qu'est l'Europe? On ne peut pas parler d'échange, car même dans le monde scientifique que je mets entre guillemets, même dans le monde de ces auteurs, de ces géographes. Tout à fait, parce que si échange il y a eu, ce furent des échanges scientifiques, par la traduction à Bagdad, dans le courant du 8e et du 9e siècle. Mais par la suite, les auteurs qui sont les nôtres observent, mais ne vont pas interroger directement un ressortissant de ces États qui leur font face, et c'est plutôt de manière indirecte qu'ils obtiennent des informations. Et d'un autre côté, les auteurs occidentaux sont nullement curieux jusqu'au XIIe siècle des réalités orientales. Au mieux, pour les auteurs carolingiens, ce sont des Saracènes, et ces Sarakénous ne sont même pas désignés comme étant musulmans. Ce sont des Saracènes qui sont des conquérants et des ennemis qui n'ont pas la même religion, mais il n'y a pas cette curiosité par rapport à l'autre. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que au-delà de cette curiosité ethnographique et ethnique qui est prédominante au Xe siècle, jusqu'au Xe siècle, on va assister au XIIe siècle à une approche beaucoup plus urbanisée, entre guillemets, de l'Europe, sans doute, et grâce à l'œuvre d'Al-Idrissi, et surtout la toute grande nouveauté, ce sera au XIVe siècle, à la chancellerie mamelouk, lorsqu'un regard réellement géopolitique va se faire jour au sein de la chancellerie, où là, ce ne seront plus des puissances économiques qui seront vues de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi des puissances militaires. Et à la chancellerie, les secrétaires, notamment Aloumari, va tâcher d'essayer de jauger ces différentes puissances par rapport, certes, à leur potentiel économique, mais aussi par rapport à leur potentiel militaire, pour utiliser un terme moderne, potentiel militaire de projection, en distinguant les nations, ou en tout cas les cités italiennes qui possédaient des flottes, de celles qui n'en possédaient pas, des nations qui avaient des cavaleries, une cavalerie importante, de celles qui n'en avaient pas, parce que manifestement, vu depuis le Caire, les éléments ont bougé en Méditerranée pour ce qui est de l'ordre des puissances militaires, des influences que certains États pouvaient avoir vers le sud de la Méditerranée. Et là, sans doute que les croisades, qui sont certes loin derrière ces auteurs-là, mais qui restent dans leur mémoire, ont dû jouer un rôle dans cette recalibrage d'une vision qui ne sera plus ethnique et pas uniquement économique, mais aussi politique, voire géopolitique. Merci beaucoup, Jean-Charles Dussen, d'être venu à ce micro. L'Europe et les géographes arabes du Moyen-Âge, un livre paru aux éditions du CNRS. Je remercie tous les auditeurs, je les remercie pour leur fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous de notre page d'accueil, de notre site internet storiavoce.com. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.